Alors, on va faire la correction de l'exercice 1, page 18 de l'ANABAC. C'est pour les terminales S. Et donc, en fait, la référence du sujet, c'est France métropolitaine La Réunion, juin 2019, l'exercice 1 sur les fonctions avec les exponentielles. Donc, je vais traiter la partie A. Pour la fonction f, je l'ai marqué ici. Et donc, on vous donne cette fonction qui est définie sur R. On vous demande de déterminer la limite en plus l'infini pour la question 1A. Donc, lorsque je veux déterminer une limite en plus l'infini, par exemple, je vais regarder chacune des choses présentes dans ma fonction avec des x, chacune des petites fonctions qui composent ma fonction f, et je vais regarder les limites pour voir si tout se passe bien ou si je me trouve face à une forme indéterminée. En plus l'infini, je sais que l'exponentielle de x tend vers plus l'infini et que l'exponentielle de moins x tend vers 0. Ça, je me rappelle en me souvenant par exemple de la courbe de la fonction exponentielle que je vous encourage à retracer sur votre calculatrice. Du coup, plus l'infini, ce nombre-là tend vers plus l'infini, plus un nombre qui tend vers 0, donc le résultat va tendre vers plus l'infini. Un nombre qui tend vers plus l'infini, si je le multiplie par moins 1 demi, eh bien ça tend désormais vers moins l'infini, et si je lui rajoute 7 demi, ça ne change pas que le nombre tendra vers moins l'infini. Donc je rédige ça. Je vais rappeler mon cours. Limite de exponentielle de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de moins x, c'est égal à 0. Donc, par somme, je peux trouver que la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x plus exponentielle de moins x, c'est plus l'infini. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 demi de exponentielle de x plus exponentielle de moins x est égal à, donc moins 1 demi fois quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça va tendre vers moins l'infini. Et donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de 7 demi moins 1 demi exponentielle de x plus exponentielle de moins x, c'est égal, du coup, donc 7 demi plus quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça va tendre vers moins l'infini. Je peux donc conclure que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est égal à moins l'infini. On continue avec la question 1b. Montrer que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc pour montrer qu'une fonction est strictement décroissante, en fait, on nous demande le sens de variation. Pour trouver le sens de variation d'une fonction, eh bien, je dois calculer l'expression de sa dérivée et ensuite en trouver le signe. Le signe de la dérivée me renseignera sur les variations de la fonction. Donc il va falloir que je dérive cette fonction. Alors cette fonction est bien dérivable parce que c'est une somme ici de deux fonctions dérivables. Et après ici, je fais les calculs élémentaires, multiplier par moins 1 demi, rajouter 7 demi. C'est donc une fonction dérivable. Pour ce qui est de la dérivée, pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à. Donc mon opération principale ici, dans cette fonction f, c'est la soustraction. Donc ça veut dire que je vais dériver chaque terme, donc 7 demi puis 1 demi de exponentielle de x plus exponentielle de moins x, séparément. La dérivée de 7 demi, c'est égal à 0, moins, et là je me retrouve à devoir dériver 1 demi de exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Donc l'opération qui se trouve ici, c'est une multiplication entre 1 demi et
la parenthèse. Il se trouve que du coup, c'est une formule U fois V, mais c'est un U dans lequel, ici, je ne vois pas apparaître de X, c'est une constante. Donc en fait, je ne suis pas obligé d'utiliser la formule compliquée U fois V. Je peux simplement recopier mon 1/2 et dériver la parenthèse. Alors, la parenthèse, la dérivée dans la parenthèse, c'est une somme, donc je dérive chaque petit bout séparément, chaque terme séparément. E de x, la dérivée, c'est E de x, plus E de moins x, la dérivée, c'est moins E de moins x. Je rappelle comment je dérive une exponentielle comme ça, c'est je recopie l'exponentielle, et devant, je vais venir multiplier par la dérivée de l'exposant. Donc, dérivée de moins x, c'était moins 1, d'où moins 1 fois l'exponentielle de moins x, que je peux écrire directement moins exponentielle de moins x. Donc, finalement, ma dérivée vaut 1/2 de exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Et donc, je me retrouve à devoir déterminer le signe de cette expression afin de trouver les variations. Donc attention, j'ai fait une petite erreur, je n'ai pas recopié le moins que j'avais ici. Voilà, donc c'est mieux pour mon expression. Donc quand je veux étudier le signe d'une expression, il faut que j'essaie de repérer déjà si je ne peux pas me faciliter le travail en découpant le travail en deux. Ici, c'est possible puisque l'opération dans ma dérivée, c'est une multiplication. Donc, quand j'ai une multiplication, ça veut dire que j'ai une forme factorisée, je peux étudier le signe des facteurs séparément au moyen, par exemple, d'un tableau de signes. Alors, moins 1/2, par exemple, c'est un nombre qui est strictement négatif. Donc, je connais son signe. Il me reste donc à trouver, pour faire mon tableau de signes, le signe de exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Alors, le problème, c'est que quand l'opération de ce dont je veux le signe, donc cette partie-là, eh bien, est une soustraction ou une addition, il me reste comme possibilité d'essayer de factoriser un peu plus ici, afin de recréer d'autres lignes dans mon tableau de signes, ou sinon de trouver le signe directement en faisant la résolution d'une équation. C'est ce que je vais faire ici parce que je ne vois pas par quoi je pourrais factoriser pour me rendre le travail plus simple. Donc, je vais essayer de résoudre l'équation. Je me pose la question, qu'est-ce que cela donne? E de x moins E de moins x plus grand que 0. Pour quel x est-ce que je vais me retrouver dans cette situation? Je résous. J'ai donc E de x qui doit être plus grand que E de moins x, c'est équivalent. Et donc ici, puisque je cherche x, eh bien je vais pouvoir appliquer le logarithme népérien afin de neutraliser les exponentielles. Donc c'est équivalent à ln de E de x, ln de E de moins x. Et lorsque j'applique une fonction logarithme, la question c'est est-ce que je conserve le sens ou est-ce que je dois le changer? Eh bien, je le conserve car la fonction ln est une fonction strictement croissante, ce qui veut dire que quand je prends deux nombres, lorsque je calcule leurs images sont rangées dans le même ordre que les nombres que j'avais choisis à la base. Donc ça, c'est car ln est strictement croissante sur R plus étoile. Voilà, donc sur 0 plus l'infini ouvert en 0. Ce qui me donne, c'est équivalent, ln exponentielle se neutralise, donc j'obtiens x, et ici, de même, donc j'obtiens moins x. Maintenant, je vais essayer d'isoler x. J'obtiens que x plus x doit être strictement positif, ce qui veut dire que 2x doit être strictement positif, ce qui veut dire, alors j'écris ici, ce qui veut dire que x doit être strictement plus grand que 0, alors doit être positif pour que 2x soit positif, ou sinon je divise par 2, ce qui ne change pas le sens puisque c'est un nombre positif, ça donne 0 sur 2, ce qui redonne encore 0. Donc je me rends compte que
Cette partie de ma dérivée sera strictement positive à partir du moment où les x seront strictement positifs. Or, moi, dans ma question, on m'a demandé d'étudier, si je relis bien, on m'a demandé d'étudier les variations uniquement sur 0 plus l'infini. Donc, ça tombe bien, puisque sur 0 plus l'infini, mes x sont plus grands que 0. Il y aura juste le cas où x vaut 0, où je vais me poser la question. Mais si x vaut 0, en fait, ça aurait été la solution de exponentielle de x moins exponentielle de moins x égale 0. Je comprends bien que ici je mets des égales. Je n'ai fait aucune opération ici qui aurait fait disparaître le égal, donc je l'aurais obtenu ici. Donc, je vais régler ça à côté. Voilà, donc maintenant que j'ai résolu ça, je vais pouvoir faire un tableau de signes. Alors, je me suis renoté la dérivée ici. Je fais mon tableau de signes. Donc, je ne le fais que là où on me l'a demandé. On me l'a demandé sur 0 plus l'infini, 0 compris. Voilà. Donc, je vais avoir le signe de mon premier facteur, moins 1/2. Je vais avoir le signe de exponentielle de x moins exponentielle de moins x. Et du coup, je vais avoir le signe de la dérivée, donc du produit des deux, signe de f' de x. Alors, on a dit moins 1/2, c'est un nombre qui ne dépend donc pas de x, donc son signe c'est le même tout le temps, quelle que soit la valeur de x, c'est un signe négatif. Pour ce qui est de exponentielle de x moins exponentielle de moins x, la petite résolution d'équation que j'avais trouvée tout à l'heure me disait que ce serait strictement positif dès que x était strictement positif. Donc on avait dit quand x vaut 0, cette expression-là va me donner 0, et le reste du temps, ce sera strictement positif, puisque les x sont strictement positifs. J'obtiens donc un signe pour f' de x, qui est, pour 0, ça fera moins 1/2 fois 0, ça me donnera 0. Et pour les nombres strictement positifs, moins 1/2 étant négatif, donc j'aurai un nombre négatif multiplié par exponentielle de x moins exponentielle de moins x, qui est positif ici. J'obtiens donc quelque chose de négatif. Donc, lorsqu'une dérivée est négative sur un intervalle, ça veut dire que la fonction est décroissante sur cet intervalle. Donc, en l'occurrence, ici, comme elle est strictement négative sur 0 plus l'infini ouvert, eh bien, je vais avoir une fonction qui est strictement décroissante. Et lorsque la dérivée vaut 0 en un nombre de réels que je peux compter, eh bien, dans ce cas-là, en fait, la décroissance se transforme en stricte décroissance. Donc, j'ai trouvé que ma fonction f était strictement décroissante sur l'intervalle. Je peux donc mettre la flèche du tableau de variation qui signifie strictement décroissante pour les variations de f. Je peux compléter éventuellement avec les limites. Alors normalement, je ne suis pas obligé puisque on me demandait simplement de montrer que la fonction était strictement décroissante. Donc normalement, une phrase suffit. Une fois que j'ai trouvé le signe, je peux dire la fonction f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Mais si je regarde l'énoncé, je vois que dans la question suivante, donc ça m'aurait évité de faire la phrase, ça m'aurait évité de calculer par exemple l'image de 0 ou la limite. Bon, mais je me rends compte que la limite en plus l'infini, elle a été calculée dans la première question, donc pas de problème, je peux la remplir. L'image de 0, c'est pas ce qui devrait me poser le plus de problèmes, donc je me permets de faire le tableau. Et puis en plus, en lisant la question suivante, je m'aperçois que je vais certainement devoir utiliser le théorème de la bijection, et donc pour ça, j'aime bien avoir un tableau de variation face à moi. Du coup, je complète la limite en plus l'infini. Dans la question 1a, on avait trouvé que c'était moins l'infini. Et donc si je calcule l'image en 0, je me retrouve avec f de 0 égale, alors je reprends ma fonction f, c'était 7/2 moins
1 demi de exponentielle de 0 plus exponentielle de moins 0. Donc je me retrouve avec 7 demi moins 1 demi de... Alors exponentielle de 0, exponentielle de moins 0, c'est le même nombre, hein, ça vaut 1. Donc de 1 plus 1. Du coup, ça me donne 7 demi moins 1 demi fois 2. 1 demi fois 2, ça vaut 1. Donc ça fait 7 demi moins 1, ce qui me donnera 5 demi. Donc f de 0 vaut 5 demi. Voilà pour cette question. Alors, question suivante. C'est la question petit c. Donc, dans la question petit c, eh bien, on va me demander d'exploiter ce tableau. On me dit montrer que l'équation f de x égale 0 admet sur l'intervalle 0 plus infini une unique solution qu'on note alpha. Donc, l'équation f de x égale 0, je me rends compte qu'effectivement, elle va bien avoir une unique solution, parce que si j'observe mon tableau de variation ici, je m'aperçois que les images sur 0 plus infini sont passées de 5 demi à, ici, elles tendent vers moins l'infini. Donc, on est passé de positif à des nombres qui vont être visiblement, des images qui vont être visiblement négatives. On a une fonction face à nous qui est continue. Alors, si je dois justifier pourquoi, c'est parce qu'elle est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini. Toute fonction continue, dérivable sur un intervalle est continue. Donc, elle est continue, strictement décroissante, et je passe de 5 demi, qui est une image positive, à une limite de moins l'infini, donc qui est négative. Donc, le théorème de la bijection va me permettre de dire qu'il y avait un alpha pour lequel, eh bien, l'image était 0. Voilà. Voilà, donc on va dire tout ça. Donc les arguments, ça va être f est continu sur 0 plus l'infini. Éventuellement, vous dites car f est dérivable, si vous voulez. Ensuite, f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Et enfin, on va dire que l'image de 0, f de 0, c'est 5 demi. Et la limite, quand x tend vers plus l'infini, de f de x, c'est moins l'infini. Or, 0, c'est celui-là de 0, hein, c'est pas celui-là. 0 est bien entre 5 demi et moins l'infini. Alors, on fait attention. Le plus petit, c'est moins l'infini, entre guillemets. Donc, 0 appartient à moins l'infini, 5 demi. Donc, d'après le théorème de la bijection, ou des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution sur 0 plus l'infini. Et donc on peut l'appeler alpha sans problème. Dans cette question, ne me demandez pas de valeur approchée de alpha. Donc pour l'instant, je ne me rajoute pas de travail, je ne la calcule pas. On passe à la question 2. Question 2, on me dit en remarquant que f de moins x était égal à f de x pour tout nombre réel x, il faut que je justifie quelque chose. Alors, on va commencer par remarquer ça. Donc pour tout x appartenant à R,
je vais vérifier si effectivement f de moins x vaut pareil que f de x, puisqu'on m'a dit de le remarquer. Donc, je vais calculer f de moins x, et je vais regarder si au final j'arrive bien à retrouver f de x. Donc f de moins x, je reprends la fonction f, c'était 7 demi moins 1 demi de exponentielle de x. Donc du coup, si je remplace les x par des moins x, ça devient exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x, puisque le x de la fonction f est remplacé par moins x, donc il y avait le moins de l'expression de f qui était là de base. Ça me donne donc 7 demi moins 1 demi de exponentielle de moins x plus exponentielle moins x me donne exponentielle de x. Et donc je me rends compte qu'ici, vu que j'ai une somme, je peux très bien intervertir les deux termes et je retombe sur f. Ça me donne 7 demi moins 1 demi de e de x plus e de moins x. D'accord, j'ai interverti les termes de ma somme, donc lui est ici, lui est là. Et je retombe sur f de x. Donc effectivement, f de moins x, l'image de moins x, est toujours la même que l'image de x. Donc l'image d'un nombre et de son opposé sont toujours les mêmes pour n'importe quel nombre réel. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué. On me dit que du coup, si je remarque ça, je peux justifier que l'équation f de x égale 0 qu'on a résolue tout à l'heure, on a trouvé qu'il y avait une solution sur 0 plus infini qui était alpha. Je ne connais pas alpha, mais je lui ai donné un nom. Eh bien, admet aussi une deuxième solution qui est son opposé. Alors effectivement, puisque j'ai cette relation-là, je me rends compte que pour alpha, donc pour x égale alpha, eh bien f de moins alpha, donc l'opposé du nombre alpha qui est là, eh bien j'ai trouvé par le calcul que ça donnait ici, puisque c'est vrai pour tout x, c'est vrai pour alpha, f de moins alpha vaut pareil que f de alpha. Donc si f de moins alpha vaut pareil que f de alpha, comme f de alpha, j'ai trouvé que c'était 0, puisque alpha c'était la solution de l'équation f de x égale 0. Donc f de alpha vaut 0. Donc ça veut dire que f de moins alpha vaut 0. Donc ça veut dire que moins alpha est aussi un nombre qui mis dans la fonction f me donne 0. Donc moins alpha est aussi une solution de l'équation f de x égale 0. Donc je vais l'écrire. Donc moins alpha est aussi solution de f de x égale 0 sur R. Donc là, j'ai trouvé deux solutions. Qu'est-ce qui me dit qu'il n'y en a pas d'autres? Eh bien, pour tous les autres nombres positifs qui n'étaient pas alpha, leur image ne valait pas 0. Et donc, pour tous les autres, eh bien, comme f de moins x égale f de x, eh bien, finalement, je n'ai pas d'autre solution, puisque si je prends n'importe quel nombre négatif autre que alpha, eh bien, c'est l'opposé d'un nombre positif. Et comme le nombre positif associé, eh bien, ne valait pas 0, eh bien, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autre solution de l'autre côté sur moins l'infini 0. Voilà, donc si on veut, on peut l'écrire. Hein. Pour x différent de alpha, f de moins x égale f de x, et donc c'est différent de 0, parce que f de x est différent de 0 pour les autres valeurs. Voilà, donc finalement, sur 0 plus l'infini, il y a uniquement deux solutions. Donc deux solutions. Conclusion. Deux solutions sur R. Il y a moins alpha et alpha. Voilà. Nous voilà à la partie B.
On vous dit, les serres en forme de tunnel sont fréquemment utilisées pour la culture de plantes fragiles. Elles limitent les effets des intempéries ou des variations de température. Elles sont construites à partir de plusieurs arceaux métalliques identiques qui sont ancrés au sol et supportent une bâche en plastique. Le plan est rapporté à un repère orthonormé d'unité 1 mètre. La fonction f et le réel alpha sont définis dans la partie A. Dans la suite de l'exercice, on modélise un arceau de serre par la courbe C de la fonction f sur l'intervalle moins alpha alpha. On a représenté ci-dessous la courbe C sur l'intervalle moins alpha alpha. Donc effectivement, alpha, c'était la valeur pour laquelle f de x valait 0. Donc c'est là où f, la courbe de f, touche l'axe des abscisses. Donc, voilà. Donc en gros, moins alpha, ça vaut à peu près moins 1,9 là. Et alpha doit valoir à peu près 1,9. On admettra que la courbe C admet l'axe des ordonnées pour axe de symétrie. Ça, c'est assez important. 1. Calculer la hauteur de cet arceau. Donc la hauteur de cet arceau, puisqu'ici vous avez une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, donc le point le plus haut sur ma courbe, ici est obtenu pour l'abscisse 0. Donc, la hauteur de l'arceau, c'est en fait f de 0. Donc je vais calculer f de 0. Et f de 0, en réalité, a déjà été calculé, hein, je l'ai encore ici, c'est 5,5. Donc 5,5, ça vaut 2,5. Donc comme on me parle d'une hauteur de l'arceau, je vais essayer de mettre avec les unités de mon exercice. Et dans mon énoncé, on m'avait dit le plan est rapporté à un repère orthonormé d'unité 1 mètre. Donc en fait, 2,5 correspond à 2,5 mètres. Donc la hauteur est de 2,5 mètres. Question 2A. On vous dit, dans cette question, on se propose de calculer la valeur exacte de la longueur de la courbe C sur l'intervalle 0 alpha. On admet que cette longueur est donnée en mètres par l'intégrale. Donc en gros, ce qu'on vous dit, c'est ça. Hein, vous avez la serre comme ça. Et donc, on vous parle de la longueur de l'arceau sur 0 plus l'infini. Donc sur 0 alpha. Ici, c'est alpha. Hein. Donc en fait, on vous parle de cette longueur-là. On vous dit que cette longueur-là, c'est I égale l'intégrale de 0 à alpha de la racine carrée de ce qui est marqué dans votre énoncé, hein, 1 plus f' de x. Si vous n'arrivez pas trop à lire, c'est pas très grave. Vous regardez dans votre énoncé, au carré, hop. Donc si vous n'arrivez pas à lire, c'est normal, j'écris n'importe comment. Voilà, donc cette intégrale qui est marquée, ça correspond à la longueur que je vous ai mise en rouge. Voilà, alors, vous pourriez vous demander pourquoi ça vaut ça. C'est pas la question, on vous dit que ça vaut ça, donc vous le prenez tel quel, parce que sinon, vous allez vous embrouiller dans votre raisonnement. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo de calculer cette chose-là, et de voir que c'est bien la longueur. Alors, on vous dit, montrez que pour tout réel x, on a 1 plus f de x, f' de x, pardon, au carré, qui vaut 1 quart de exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout au carré. Donc il va falloir montrer ça pour tout x appartenant à R. Donc il va falloir que je m'attaque à ça. Alors, je vais partir de cette chose-là. Je vous explique la stratégie, mais après je vais réeffacer le tableau. Je vais partir de cette chose-là. Je vais la calculer. En utilisant le fait que f', j'ai pas oublié que c'était ça, puisque c'est la même fonction que dans la première partie. Et ensuite, je vais essayer d'arriver à cette chose-là. Voilà ma stratégie. Et si je n'y arrive pas, eh bien, je m'adapterai. Allez, c'est parti. Donc, je calcule pour tout x appartenant, donc on est dans la question 2A, hein. Pour tout x appartenant à R, je calcule 1 plus f' de x au carré.
Donc au passage, je me rends compte que ce qu'on me demande de me calculer, c'est ce qu'il y a sous la racine dans l'expression là, donc certainement que je m'en servirai plus tard. Donc, ça me donne 1 plus f' de x, il était ici, je le réutilise, donc ça fait moins 1 demi exponentielle de x moins exponentielle de moins x au carré. Du coup, ça me donne 1 plus, alors là dans mon carré, dans les grandes parenthèses, j'ai une multiplication ici entre moins 1 demi et la petite parenthèse. Quand je mets un produit au carré, ça fait le premier facteur au carré fois le deuxième facteur au carré. Donc je me retrouve avec moins 1 demi mis au carré, multiplié par exponentielle de x moins exponentielle de moins x au carré. Alors, je n'oublie pas que ce que je veux montrer, c'est ça, c'est que 1 plus f' de x au carré vaut 1 quart de exponentielle de x plus exponentielle de moins x au carré. Donc là, pour l'instant, j'en suis là. Alors, j'essaie de comparer toujours un petit peu pour savoir où j'en suis. Alors là, ce qui ne me plaît pas trop, c'est qu'ici, j'ai une forme factorisée puisque l'opération principale ici, c'est une multiplication, alors que moi, pour l'instant, c'est l'addition. Ça me plaît pas trop. Ensuite, il y a des choses qui se ressemblent. Cette parenthèse et celle-là. Le souci, c'est que dans celle-là, j'ai un moins, là, j'ai un plus. Bon. Donc, j'avance, mais visiblement, il va falloir que je retouche à des choses. Donc, ça me donne 1 plus moins 1 demi au carré. Ça fait moins 1 demi fois moins 1 demi. Ça fait donc 1 quart de exponentielle de x moins exponentielle de moins x au carré. Alors là, il y a beaucoup d'élèves sur cette question qui essaient de tricher un petit peu. C'est-à-dire que ça ressemble un peu, donc ils se disent qu'ils ont peut-être fait une erreur de calcul et ils essaient de transformer comme ça l'écriture. A priori, c'est compliqué. Donc, je ne vais pas essayer de transformer cette écriture en celle-là. Je vais plutôt essayer de développer au maximum cette écriture. Et dans un second temps, je m'intéresserai à celle-là, que je développerai aussi entièrement, en espérant tomber sur la même forme développée pour ça et pour ça. Ce qui voudra dire que les deux écritures, celle-là et celle-là, étaient en fait égales. Donc je finis de développer ici. Ça me donne 1 plus 1 quart de... Donc là, j'ai une identité remarquable. A moins B au carré. Ça me donne A au carré. Donc exponentielle de x au carré, ça fait aussi exponentielle de 2x. Moins 2 fois exponentielle de x fois exponentielle de moins x, 2 fois a fois b. Plus exponentielle de moins x au carré, ce qui fait exponentielle de moins 2x. Voilà, donc si je développe tout, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec 1 plus 1 quart de exponentielle de 2x moins 1 quart de 2 fois, donc 1 quart de 2 fois exponentielle, donc là ça me fait exponentielle de x moins x, puisque quand je multiplie deux exponentielles, j'additionne les exposants, donc ça fait x plus moins x, donc x moins x, plus 1 quart de exponentielle moins 2x. Du coup, exponentielle de x moins x ici, ça vaut exponentielle de 0 du coup. Donc ça, c'est e puissance 0. Et e puissance 0, je vous rappelle, ça vaut 1. Donc, ça veut dire que, en fait, je me retrouve avec 1 quart multiplié par 2. Ce qui donne 1 demi. Donc, je me retrouve avec 1 plus 1 quart de exponentielle de 2x moins 1 demi plus 1 quart de exponentielle de 2x. 1 moins 1 demi, ça me donne 1 demi. Donc je me retrouve finalement avec 1 demi plus 1 quart de exponentielle de 2x plus 1 quart, alors là j'ai oublié le moins,
un quart de exponentielle de moins 2x. Voilà pour cette expression-là. 1 plus f' de x au carré, ça me donne ça. Donc, j'ai trouvé une écriture de cette partie-là. Je vais maintenant trouver une écriture de l'autre partie en espérant trouver exactement la même écriture que j'ai ici. Ça voudra dire que si lui et lui ont une écriture en commun, ça veut dire qu'en fait, eh bien, c'est la même chose. Du coup, je me suis renoté mon petit résultat ici. Donc ça, c'est le résultat de ce que j'ai entouré en rouge. Maintenant, je vais calculer ce qu'il y a ici. Donc, un quart de exponentielle de x plus exponentielle de moins x au carré est égal à. Donc ça me fait un quart de, je développe mon identité remarquable, donc c'est a plus b au carré, donc ça fait a au carré, ça fait e de 2x, puisque e de x au carré se donne e de 2x. Pardon. Plus le double produit e de x, de e de x fois e de moins x, plus e de moins 2x, c'est-à-dire e de moins x au carré. Ce qui me donne un quart de e de 2x, je ne vais pas développer tout de suite, je vais d'abord m'occuper de ça, plus 2e de, alors c'est comme tout à l'heure, e de x fois e de moins x, ça fait e de x moins x, donc e de 0, plus e de moins 2x, ce qui donne un quart de e de 2x, plus 2 fois e de 0 valant 1, ça fait plus 2, plus e de moins 2x. Ce qui donne un quart, si je développe, puisque je voulais une forme développée, un quart de e de 2x, plus un quart fois 2, bah ça fait 2 quarts, donc ça fait 1 demi, plus e de moins 2x, fois un quart, bien sûr, que j'ai oublié, donc plus un quart de e de moins 2x. Et là, je m'aperçois que j'ai donc obtenu exactement la même chose, rangée dans un ordre différent, mais je peux le remettre dans le même ordre. Hein. Là, j'ai des additions, donc j'ai le droit de mettre mes termes dans l'ordre que je veux. Je peux très bien démarrer par un demi, poursuivre avec lui, plus un quart de e de 2x, plus, poursuivre avec lui, un quart de e de moins 2x. Et je m'aperçois que je retombe là-dessus. Donc, en fait, je peux dire que c'est égal à 1 plus f' de x au carré. Et j'ai donc prouvé que 1 quart de e de x plus e de moins x au carré valait cette chose-là. J'ai donc démontré ce que je devais démontrer dans la question 2A. Je peux donc passer à la question 2B. Alors, question 2B. Question 2B, on vous demande d'en déduire la valeur de l'intégrale i en fonction de alpha. Donc il faut déduire de cette chose-là l'intégrale de i. Alors premier réflexe, je regarde ce que c'est que i. I, c'est l'intégrale de 0 à alpha de la racine carrée de 1 plus f' de x au carré. Donc je vous rappelle qu'on ne sait pas pourquoi i, c'est-à-dire la longueur de la chaîne ici, vaut cette intégrale-là, mais on ne nous demande pas de le justifier. Donc on le prend tel quel. Donc on nous dit que c'est ça, et visiblement, on peut en déduire la valeur de cette intégrale grâce à ce qu'on a fait avant. Alors, on se rappelle ce qu'on a fait sur les intégrales. Les intégrales, normalement, pour les calculer, on garde la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale et on doit trouver une primitive. Le souci, c'est que cette écriture est extrêmement compliquée. Donc, vous n'êtes pas capable de le faire tout seul. Et donc, l'énoncé a décidé de vous mettre sur la voie. Et il vous a mis sur la voie en vous faisant toucher du doigt que 1 plus f' de x au carré, donc ce qu'il y a sous la racine, ce qu'on appelle le radicande, eh bien, ça s'écrit aussi sous cette forme-là. Donc, on va se laisser guider et on va remplacer. Donc, on a l'intégrale de 0 à alpha de la racine carrée de, et je remplace par ce que je viens de trouver, 1 quart fois
exponentielle de x, enlève le fois parce que vous pourriez croire que c'est un x, plus exponentielle de moins x, et donc au carré. Tout ça, dx. Et là, on se rend compte que, en fait, la racine carrée qui nous dérange beaucoup, on va peut-être pouvoir la neutraliser en trouvant que le radicand ici est en fait le carré d'un nombre. Et donc, on se rend compte qu'effectivement, ça donne l'intégrale de 0 à alpha de la racine carrée de... Alors, un quart, on peut le voir comme 1 demi fois 1 demi, donc comme 1 demi au carré. Donc, en fait, c'est 1 demi fois exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout au carré. Et donc, la racine carrée va venir annuler le carré. Alors, il faut que je fasse attention quand même, parce qu'à l'intérieur du carré, ça aurait pu être un nombre négatif. Par exemple, si à l'intérieur du carré, j'ai moins 3 et que je le mets au carré, ça me donne 9. Et du coup, quand je prends la racine carrée, ça n'est pas égal à moins 3, c'est égal à 3. D'accord? Donc, ce qu'il y a sous le carré, ici, si jamais c'est négatif, il faudrait bien que je dise que finalement, ça ne donne pas ce qu'il y a sous le carré, mais son opposé. Mais là, comme sous le carré, c'est positif, je suis plutôt dans le cas où j'ai ça. Racine carrée d'un nombre positif au carré. Donc, ça se neutralise et je retrouve exactement l'écriture du nombre qui était à l'intérieur de mon carré. Du coup, ici, j'ai 1 demi qui est positif. Là, j'ai une somme d'exponentielles. La fonction exponentielle étant strictement positive, tout est bien positif sous mon carré. Donc, en fait, je peux neutraliser le carré et la racine carrée. Et donc, ça me donne l'intégrale de 1 demi de e de x plus e de moins x dx. Et donc cette écriture-là, ça va être beaucoup plus simple à primitiver. Pour primitiver, peut-être que vous préférez si jamais je développe avant. Ou alors, vous pouvez primitiver directement. Donc, ça va me donner la primitive, une primitive, ça va être 1 demi fois, entre parenthèses, et je primitive chaque fonction. E de x, c'est la dérivée de e de x. Et e de moins x, c'est la dérivée de... Alors, on sait qu'une exponentielle, c'est toujours la dérivée, ça provient de la dérivée de la même exponentielle. Donc, je me dis, si j'avais exponentielle de moins x, si la primitive de ce truc-là, c'était exponentielle de moins x, ça m'aurait donné, j'aurais vu devant moi la dérivée, c'est-à-dire e de moins x, mais avec devant la dérivée de moins x, donc j'aurais trouvé moins exponentielle de moins x. Donc moi, je ne veux pas une primitive de moins exponentielle de moins x, auquel cas ça aurait été ça, mais je veux une primitive de exponentielle de moins x sans le signe moins. Donc je multiplie ici par moins 1, ça me change le signe, et du coup je change dans la primitive. Donc une primitive de e de moins x, c'est moins e de moins x. Et donc ça, je vais le prendre entre 0 et alpha. Donc je vais effacer ces étapes-là, je vais réécrire celle-là là pour continuer mes calculs. Hop, magie, ma ligne ici est remontée là, j'ai effacé les lignes intermédiaires juste pour me donner de la place. Du coup, je remplace dans ma primitive par alpha. Donc ça donne 1 demi de exponentielle de alpha moins exponentielle de moins alpha. Et je retire ma primitive dans laquelle j'ai remplacé par 0. Donc 1 demi de e de 0 moins e de moins 0. Ce qui me donne 1 demi de exponentielle de alpha moins exponentielle de moins alpha, moins 1 demi de exponentielle de 0, ça vaut 1, moins exponentielle de 0 qui vaut 1 aussi, donc 1 moins 1, ça fait 0. Donc toute cette partie-là, ici, va disparaître de mon calcul puisqu'elle vaut 0. Donc ça me donne 1 demi de exponentielle de alpha moins exponentielle de moins alpha.
J'ai donc trouvé que la longueur de ce que j'ai dessiné en rouge ici, de la chaînette, cette partie, ça vaut ça. Donc ça vaut 1/2 de exponentielle de alpha moins exponentielle de moins alpha. Alors ça, je regarde un petit peu l'énoncé, on me disait justifier que la longueur d'un arceau est égale à, et je me rends compte que la longueur c'est ça, mais sans le 1/2. Première réaction, je me dis, je me suis trompé, d'où vient le 1/2 ici, que je voulais pas. Sauf que, on me demande la longueur d'un arceau, la longueur totale. Et je me rends compte que I, c'était ce que j'avais repassé en rouge, et que pour avoir la longueur totale d'un arceau, il faut prendre 2 fois la longueur que j'ai repassée en rouge. Donc en fait, la longueur d'un arceau, longueur de mon arceau ici, eh bien c'est égal à quoi? C'est égal à 2 fois I. Donc ça donne 2 fois 1/2 d'exponentielle de alpha moins exponentielle de moins alpha, ce qui donne exponentielle de alpha, du coup 2 fois 1/2 ça fait 1, donc ça fait exponentielle de alpha moins exponentielle de moins alpha. J'ai donc retrouvé ce qui était annoncé dans mon énoncé, c'est-à-dire que la longueur d'un arceau, c'est E de alpha moins E de moins alpha. Alors, pour la partie C, on va s'intéresser à la surface. Donc, on va vouloir faire une serre. On va s'intéresser à la surface de la bâche que l'on doit utiliser pour recouvrir la serre. Donc, on nous dit que la serre est composée d'une façade avec une entrée de 1 mètre sur 2 mètres rectangulaire, d'une façade sans entrée, la façade nord, ça c'est la façade sud. Donc, ces aires ici peuvent être calculées parce que la fonction qui est inscrite ici, eh bien c'est la fonction f, et qui se situe entre moins alpha et alpha. Et ensuite, la dernière partie, eh bien, ce sera constitué d'un rectangle, puisqu'en fait, vous avez une serre qui est comme ça, hein, et que du coup, hop, vous avez ici une partie rectangulaire au-dessus. Alors, ça vous paraît peut-être pas évident comme ça, mais je vais imaginer que je déroule la partie du toit de ma serre par terre, et ça me donnerait en fait, si je la déroulais, un rectangle par terre. Voilà. Donc j'aurai un rectangle comme ça. Quelle serait la longueur ici de ce rectangle? Ce serait exactement la longueur ici de l'arceau. Et la longueur de l'arceau, si on regarde dans ce qu'on a fait dans la partie B, on a trouvé qu'elle mesurait E de alpha moins E de moins alpha. Donc en fait, on connaît ici la longueur du rectangle. Il ne reste plus qu'à connaître la largeur. Et si on regarde le petit dessin qui est fait sur le sujet, on nous a dit qu'il y avait 4 arceaux, que chaque arceau était espacé de 1,50 m. Donc ça fait 1,50 m là, 1,50 m ici, 1,50 m ici. Donc en tout, la longueur de la serre ici, elle fait 3 fois 1,50 m, donc 4,50 m. Donc on a 4,5 mètres qui se situe ici. Donc en fait, le toit, il sera constitué d'un rectangle qui mesure E de alpha moins E de moins alpha de long et 4,5 de large. Ou le contraire, si jamais ce nombre-là est plus grand que lui, bon bref. Donc ce sera un rectangle. Donc là, j'aurai ma surface totale. Bon, donc la question 1 se consacre simplement à ces deux surfaces-là. Donc dans la question 1 de la partie C, on nous demande de prouver que l'aire grand A, donc l'aire grand A, c'est l'aire de ces deux façades ici. Alors en retirant la petite porte qui est là, eh bien je dois prouver que c'est égal à 4 fois l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx, et qu'à ça, je dois retirer 2. Donc l'idée déjà, c'est de comprendre que le fait qu'on retire 2 ici,
parce qu'on a retiré l'air de la porte. Donc en fait, le calcul de ces deux aires assurées ici, ça va être celui-là. En fait, on va faire deux fois le même calcul puisque les façades sont les mêmes. Juste dans la façade sud, il y a un trou. Donc je vais dire qu'en fait, l'aire, la somme des deux aires ici, c'est l'aire de la face nord. Si je la multiplie par 2, j'obtiendrai l'aire de la face nord plus l'aire de la face sud, mais sans avoir pour l'instant découpé la porte. Donc je vais faire 2 fois l'aire de la face nord et je vais retirer l'aire de la porte. Donc le 2 ici correspondra au rectangle qui mesure 1 sur 2 de l'aire de la porte. Ce qui veut dire que ça, c'est censé correspondre à 2 fois l'aire de la face nord. Donc on va essayer d'expliquer pourquoi. Alors déjà on voit qu'il y a une intégrale et c'est une intégrale de la fonction f. Donc ça tombe bien puisque l'aire de la face nord ou de la face sud, la fonction qui décrit ici l'arceau, c'est la fonction f. Donc quand je veux calculer une surface sous une fonction, il faut que j'intègre cette fonction. La question qu'on peut se poser, c'est ici pourquoi j'ai 0 alors qu'en fait j'intègre de moins alpha à alpha. Ça va être pour des raisons de symétrie. Puisque si je prends ma face nord, je me rends compte que, en réalité, ici, par symétrie, l'aire qui se trouve de ce côté-là est censée être la même. Alors bien sûr, mon dessin est mal fait, donc ça se voit mal. L'aire qui est de ce côté-là, de 0 à alpha, est censée être la même aire que celle qui est de l'autre côté. Donc on se dit que finalement, si on essaie de calculer cette aire de ce côté-là, en faisant x2, on obtiendra aussi l'aire qui est ici, on obtiendra donc l'aire totale de la face nord. Donc, si on reprend ce qu'on a dit, ça donne donc... Où est-ce que j'ai mis le mouchoir qui me permet d'effacer? Il est là. Donc, si on reprend, ça nous donne... Ça nous donne que l'aire d'une face, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx. Donc ça, c'est par symétrie. Ça, c'est une face. Mais je vais la compter 2 fois. Donc fois 2. Et je vais retirer ici la porte qui mesure 1 fois 2, puisque c'est un rectangle. Donc l'aire est 1 fois 2. Ça va pour le principe. Donc pour le principe, il va falloir que j'explique tout ça. Du coup, je vais dire, par symétrie, l'intégrale de moins alpha à alpha, donc ça c'est l'aire face nord, c'est égal à l'intégrale de moins alpha à alpha de f de x dx. Mais c'est du coup égal à 2 fois l'intégrale de 0 à alpha, donc pour ces raisons-là, c'est 2 fois l'intégrale de 0 à alpha, sous la fonction f, sous la courbe de la fonction f. Voilà, donc ça c'est l'aire de la face nord. L'aire de la face sud, c'est la même chose, moins le rectangle. Donc l'aire de la face sud, c'est l'aire de la face nord. Donc l'aire de la face sud, c'est l'aire de la face nord, moins l'aire du rectangle, donc 1 fois 2, qui correspond à l'aire du rectangle. Ce qui donne donc 2 fois l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx, moins 2. Du coup, l'aire qu'on me demandait dans mon exercice, ici, donc je vais effacer, ça va être face nord plus face sud dans la question 1. Voilà, donc, grand A égale 2 fois l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx, ça c'est la face nord, plus 2 fois l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx, ça c'est la face sud, moins
2 qui correspond à l'aire de la porte. Ce qui donne donc 4 fois l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx moins 2. Et donc, on a répondu à la question 1. Voilà pour ça. Pour la pour la question 2, on nous dit que alpha est environ égal à 1,92. Et donc, on nous demande l'aire de la bâche totale, hein, donc les faces plus le toit, arrondi au mètre carré près. Donc, il faut que je calcule cette fameuse R et que je rajoute l'aire du rectangle. Donc, je vais calculer ce que j'avais à la question d'avant. Donc, c'était grand A, c'était 4 fois l'intégrale de 0 à alpha de f de x dx, qui je retirais 2. Bon. Du coup, je vais faire 4 fois l'intégrale de 0 à alpha. Je recopie ce qu'était f de x, c'était 7 demi moins 1 demi de e de x plus e de moins x. Voilà, c'était ça. Donc ça, je vais l'intégrer, dx, et je retirerai 2 après. Donc ça fait 4 fois. Pour intégrer, il faut que je trouve une primitive. Pour trouver une primitive, je repère ici que l'opération principale dans f, c'est la soustraction. Ce qui veut dire que je fais la primitive de chaque terme. 7 demi, je le primitive en 7 demi de x. Si je dérive 7 demi de x, je retombe sur 7 demi. Moins, ici j'ai un produit, mais il n'y a pas de x dans ce facteur-là. Donc finalement, quand je fais ma primitive, je le recopie simplement. Exponentielle de x, c'est la dérivée de exponentielle de x. Donc une primitive, c'est exponentielle de x. Et ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Exponentielle de moins x. Une primitive, c'est moins exponentielle de moins x. Ça, c'est ma primitive que je prends entre 0 et alpha. Et je retire 2 après. Je continue mon calcul. Ça donne donc 4 fois. Là, je vais remplacer dans ma primitive par la borne du haut, alpha, puis par la borne du bas, 0. Donc ça fait 7 demi de alpha, moins 1 demi de exponentielle de alpha, moins exponentielle de moins alpha. Voilà, et il faut que je retire, la primitive dans laquelle je remplace par des zéros. Donc 7 demi fois 0, moins 1 demi de exponentielle de 0, moins exponentielle de moins 0. Hop. Et la dernière parenthèse, celle-là, moins 2. Ce qui me donne, donc ça me donne 4 fois 7 demi de alpha moins 1 demi de exponentielle de alpha, je vais tout développer, plus 1 demi de exponentielle de moins alpha, j'ai fait un de là, tac. Ensuite, là, moins, donc je fais attention à ma parenthèse, ça va me changer ici, donc 7 demi fois 0, ça fait 0, donc pas de problème. Donc moins 1 demi, donc plus 1 demi fois, dans la parenthèse, e puissance 0, ça fait 1, et e puissance 0, ça fait 1 aussi, donc ça fait 1 moins 1, donc 0. Hop, et j'ai le moins 2 qui traînait derrière. Donc finalement, ça me donne 4 fois 7 demi de alpha moins 1 demi de e de alpha plus 1 demi de e de alpha, e de moins alpha, pardon. Et à ça, je devrais retirer 2. J'aurai l'aire de la face nord plus l'aire de la face sud sans la porte. Voilà pour cette aire. Du coup, comme je veux l'aire totale de la bâche, il va falloir que je garde cette aire grand A et que je lui additionne l'aire du rectangle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc je vais reprendre ça et je vais ajouter au résultat E de alpha moins E de moins alpha. Donc je vais faire le calcul en haut.
Donc, je sais pas si vous voyez parce que ça s'était peut-être déplacé. Donc, j'avais fini mon calcul, ça donnait ça à la fin. Donc, je l'ai recopié en haut ici. Ça correspond à cette surface plus celle-là, ça m'importe. Donc, pour avoir l'air total, il faut que je rajoute le petit rectangle qui correspond au toit de la serre. Donc, l'air total, c'est l'air A. Donc, c'est 4 fois 7 demi de alpha moins 1 demi de E de alpha plus 1 demi de E de moins alpha moins 2. Je rajoute cet air-là. Donc plus 4,5 fois E de alpha moins E de moins alpha. Voilà. Donc si je simplifie un petit peu les calculs, ça me donne... Alors il va falloir que j'efface un petit peu parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Donc si je simplifie les calculs, je ne suis pas obligé de simplifier les calculs, hein, je pourrais remplacer directement alpha par 1,92 pour voir ce que ça donne. Donc si je simplifie les calculs, 4 fois 7 demi, ça fait plus que... Donc 4 fois 7 demi, ça fait 14. 14 alpha, moins 4 fois 1 demi, ça fait 2, donc moins 2 exponentielle de alpha, plus 4 fois 1 demi, donc ça fait 2, donc 2 exponentielle de moins alpha, moins 2, plus 4,5 E de alpha, moins 4,5 E de moins alpha. Donc je peux réunir quelques petites choses, donc 14 alpha, bah, il est tout seul, je peux pas en faire grand chose. Moins 2 qui est là, et après les E de alpha. Là, il y en a moins 2 de alpha, et là, j'en rajoute 4,5. Donc, en tout, il y en a 2,5, puisque moins 2 plus 4,5, ça fait 2,5. Exponentielle de alpha. Et les exponentielles de moins alpha, là, il y en a 2 et moins 4,5, donc ça en fait moins 2,5 exponentielle de moins alpha. Voilà pour ça. Donc, maintenant, je vais prendre ma calculatrice, et je vais appliquer cette formule en remplaçant alpha par 1,92 pour voir à peu près, pour avoir une idée de la valeur arrondie de cette chose-là. Alors, je tape, ça fait 14 fois 1,92 moins 2 plus 2,5 fois exponentielle de 1,92. Moins 2,5 fois... Alors là, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc, 1,92, je vais m'en sortir. Hop, moins 2,5 fois exponentielle de moins 1,92. Je valide et je trouve 41,5657. Donc, on m'a demandé d'arrondir au mètre carré, donc j'arrondis à 42, puisqu'après 41, je vois que c'est un 5. Et surtout que si je veux acheter du plastique pour bâcher ma serre, eh bien, il faudra que j'en achète un peu plus plutôt qu'un peu moins. Voilà. Bon, de toute façon, la question ne se pose pas. On nous demandait d'arrondir. Là, ça tombe bien, 1,5. Donc, on a arrondi à 42 mètres carrés. Donc, on aura besoin de 42 mètres carrés pour bâcher la serre. Voilà, donc cet exercice-là n'était pas simple du tout. Donc, c'est tout à fait normal si vous avez rencontré des difficultés là-dessus. Le but, c'est de voir un petit peu comment il fonctionne et de voir qu'il y a des questions qui sont faisables, même si le contexte peut paraître compliqué. Il y a des petites questions où c'est du calcul, il y a des petites questions où c'est une dérivée, il y a des petites questions où voilà, il y a des choses comme ça à faire.